Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dédiée au projet Delta du Chirec, le centre hospitalier, donc comme je vous le disais, interrégional Edith Cavell, le plus important groupe hospitalier privé de Bruxelles. Le Chirec s'est en effet lancé dans une opération de construction de son nouvel hôpital qui ouvrira d'ici maintenant 1 an. Le Chirec, c'est une clinique privée de 1100 lits, dont le conseil d'administration est composé exclusivement de médecins. Il dispose de toutes les spécialités médicales, sauf la chirurgie cardiaque et les transplantations. Il possède des secteurs chirurgicaux et obstétricaux très développés et travaille par pôle coordonné. En 2014, le Chirec se composait de 5 hôpitaux et d'une polyclinique. Et au terme de son projet en 2017, le Chirec s'articulera autour de 3 sites hospitaliers. Le nouvel hôpital Delta, 500 lits, la clinique Sainte-Anne-Saint-Rémy, 300 lits, et l'hôpital de Braine-l'Alleud, Waterloo, 300 lits. Un centre médico-chirurgical de jour et 4 polycliniques compléteront l'offre de soins. Placé au cœur d'un des plus importants carrefours de communication à Bruxelles, le nouvel hôpital Delta va regrouper les activités hospitalières des cliniques Edith Cavell et Parc Léopold. Le projet Delta représente 100 000 mètres carrés, 33 blocs opératoires, un plateau médico-technique de 2 hectares et 66% de chambres individuelles. C'est donc un projet de grande ampleur dont vont nous parler les intervenants réunis par Assar Architectes aujourd'hui. Assar Architectes, c'est l'une des agences belges les plus aguerries en architecture hospitalière. Leur point fort, c'est la mise en place pour chacun de leurs projets d'une équipe organisée sur un modèle pluridisciplinaire. Assar Architectes est actuellement sur plusieurs projets hospitaliers d'envergure, comme la clinique du Mont-Légia, le CHC à Liège et l'extension de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Nous accueillons aujourd'hui sur le village des architectes pour aborder ce projet Isabelle Cambier, directrice du département infirmier du centre hospitalier interrégional. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Bernard Leleu, directeur opérationnel et chef de projet du futur hôpital Delta. Bernard, bonjour. Et enfin, David Labo, associé de l'agence Assar Architectes et responsable de la programmation et de la conception des services pour le futur hôpital. Nous débutons avec vous, Isabelle. Lorsque vous avez lancé les réflexions sur la construction du nouvel hôpital Delta, quels ont été les éléments auxquels vous avez été attentifs? J'imagine qu'avant de choisir une équipe de projet, vous avez mis en place une stratégie, une philosophie de soins. Quelle est-elle? Pour commencer, nous avons d'abord eu le cheminement de voir ce que nous allions faire avec les 2 sites que nous voulions rassembler. Et nous nous sommes rendus compte qu'il nous était impossible de ne pas construire un nouvel hôpital, tant les bâtiments étaient vétustes. Nous avions des problèmes de fuite, il faisait toujours trop chaud, trop froid, on n'arrivait pas à régler les problèmes. Nous avons un questionnaire satisfaction des patients qui est permanent et nous avions sans arrêt des problèmes avec l'hôtellerie, les chambres trop petites, ça paraissait sale alors que ce n'était pas sale mais que le bâtiment était trop vétuste. Au niveau des flux dans l'hôpital, nous avions beaucoup trop peu d'ascenseurs, alors que nous avons des hôpitaux de jour très développés, donc avec des mouvements très nombreux. Pas de place pour le mobilier moderne. Sur un des sites, nous avons dû faire fabriquer des lits spécifiques pour pouvoir passer les portes, tellement que les chambres sont petites. Bref, on ne pouvait plus continuer comme ça. Une réflexion a été entamée sur la possibilité de rassembler les sites dans un nouveau bâtiment et un comité de pilotage a été créé. Le Chirec est dirigé par une tête bicéphale administrative et médicale, donc les 2 directeurs généraux font partie du COPI. Le chef du service technique à l'origine qui s'appelle infrastructure maintenant et qui est le chef de projet Delta, un représentant du conseil médical puisque c'est un hôpital de médecins principalement, moi-même pour la direction département infirmier et les représentants architectes. Et nous avions décidé dès le départ que chaque personne du Chirec participant au COPI allait être responsable de relever les besoins par secteur hospitalier. Donc le médical pour tout le médical, moi-même infirmier pour la pharmacie, les admissions, tout ce qui concernait le chemin du patient, le soin et administratif, et le directeur général administratif et financier pour tout ce qui était financier, logistique et communication. Notre philosophie a évolué de la manière suivante. En fait, on a inventorié tout ce que nous ne voulions surtout plus pour avoir ce que nous désirions.
C'est un petit peu comme ça, de ça qu'on est parti. Et je ne vais pas vous donner tous les items, mais nous avions des chambres à 4 lits, on n'en veut plus. Ici, c'est pas qu'on ne veut plus de douche, c'est qu'on n'en avait pas. C'est un petit bug dans le PowerPoint. Donc, nous n'avons aucune douche sur ces 2 sites dans les chambres. Les manutentions sont très difficiles. Des difficultés d'orientation systématique dans les bâtiments, parce que ce sont tous des vieux bâtiments qui sont imbriqués. Donc, plus jamais ça. Ici, je veux juste vous montrer, je suis dans un service d'un patient qui, en chirurgie, doit se rendre au quartier opératoire. Eh bien, il faut d'abord traverser tout ce service-là, prendre un ascenseur, arriver à ce niveau-ci, dans un autre bâtiment, retraverser tout, reprendre un autre ascenseur pour arriver au quartier opératoire. Ça, c'est impossible pour nous de continuer comme ça. Bon, voilà, ça paraît évident. Le manque de clarté pour travailler, les endroits sont sombres, des manques de connexion informatique et un manque de sécurité. On a remarqué d'autant plus ça parce que nous avons malheureusement eu les mêmes problèmes qu'en France sur les attentats terroristes, et quand il faut fermer des bâtiments pour ne laisser plus qu'une entrée dans les vieux bâtiments, c'est une vraie souricière, c'est épouvantable. Et donc, nous avons évolué vers la philosophie suivante, le patient au centre, le bien-être des professionnels dans un cadre budgétaire serré et en un délai minimum. Ça paraît évident, ça l'est moins quand il faut l'appliquer dans les détails de tous les jours. Et donc, les objectifs du projet dès le départ que nous avons fixés à nos amis architectes, c'était une majorité de chambres seules. Nous sommes dans une clinique privée, les demandes de chambres seules sont importantes. Mais nous avons été aussi vers le patient qui se déplace le moins et les services qui vont à lui. La description que l'on a fait du Chirec, c'est un hôpital de médecins, géré par des médecins uniquement. Et donc, quand nous avons décidé de mettre le patient au centre, ça veut dire que le médecin doit se déplacer. C'est pas si évident que ça. Confort dans l'ameublement, des facilités de nettoyage, des technologies de pointe, de l'ergonomie. Je mets repas préparés à proximité des patients, c'est ce que nous désirions aussi, parce que nous avions des gros problèmes et c'est un nouveau concept de cuisine intégrée dans les étages. De la lumière partout. Un membre du groupe, qui est le représentant du conseil médical, a demandé que jusqu'au quartier opératoire, il y ait de la lumière. Des matériaux agréables, de l'automatisation, des ascenseurs en suffisance, la sécurité et surtout des possibilités d'avoir tout centré sur le patient, mais avec du travail pluridisciplinaire. Ça veut dire des locaux adaptés au travail pluridisciplinaire. Voilà, et plus d'embouteillage. Tout ceci donc paraît simple et évident, mais par exemple, quand on prend l'exemple de la sécurité, ça veut dire réduire les accès aux bâtiments. Réduire les accès aux bâtiments, ça veut dire que l'on fait déplacer des gens par des portes centrales dans lesquelles il faut analyser les flux pour ne pas avoir d'embouteillage. Sécuriser les portes d'entrée de l'hôpital et des services, ça veut dire que si on n'a pas de badge, on ne sait pas rentrer. Route médicale interdite aux non-professionnels autorisés, ça veut dire que si on ferme les accès, il faut se déplacer pour aller chercher les gens, pour aller vers les endroits. Par exemple, un délégué médical qui devrait se rendre au quartier opératoire, il ne sait pas y aller si on ne va pas le chercher. Accès rapide des services de chirurgie au quartier opératoire, c'était une de nos exigences. Nous voulions que les services de chirurgie soient directement accessibles par des ascenseurs au quartier opératoire. Et voilà. Alors, les services aigus, la sécurité du patient, notre volonté était que tout ce qui était imagerie médicale, banque de sang, urgence, soins intensifs et quartier opératoire soit au même niveau pour que le patient puisse être pris en charge de manière rapide. Au niveau, nous avons une grosse activité en salle d'accouchement et donc 3500 accouchements pour un des sites et donc nous exigions que les grossesses à haut risque soient inclus dans la salle d'accouchement et que le bloc d'accouchement soit relié directement au néonatal intensif, ce qui veut dire un bâtiment qui doit être pensé dans ce cadre-là. Et les pédiatres voulaient en plus que de leur consultation des urgences, ils aient accès direct à la pédiatrie par une autre branche d'ascenseur. Donc, il y a toujours des heureux et des mécontents. Je vais passer la parole à Bernard. Bernard, c'est vous qui êtes à l'origine du projet de reconstruction, plutôt que de rénovation des sites.
Vous portez ce projet depuis le début. Pour désigner les équipes qui allaient vous accompagner, vous avez imaginé un appel d'offres un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça nous intéresse. Tout à fait. Donc, comme nous vous l'avons dit au début, nous sommes une institution privée, purement privée, et jusqu'en 2013, date à laquelle la législation a changé sous la pression de l'Europe, évidemment, nous sommes maintenant soumis au marché public. Ce n'était pas le cas en 2010 quand on a lancé le projet. Et donc, nous aurions pu désigner un groupe d'architectes par affinité simplement, mais nous n'avons pas voulu le faire. On a voulu la transparence. Et nous avons donné, en tout cas, à l'appel, la forme d'un marché public. Alors, par rapport à ce qui a été dit précédemment par d'autres orateurs, nous n'avons pas fait de concours d'architecture, pas de concours d'idées. Notre but, c'était trouver la meilleure équipe qui va être à l'écoute, qui va comprendre nos problèmes, qui va nous accompagner pendant plusieurs années et qui va réaliser notre hôpital. Nous avons donc lancé un cahier de charges structuré qui imposait un certain nombre de choses. La première chose, c'est une association momentanée unique, sans panachage. Ça veut dire que nous cherchions un groupe composé d'architectes, d'ingénieurs de stabilité et d'ingénieurs de techniques spéciales. Nous les voulions regrouper dans une association momentanée avec un seul interlocuteur et nous ne voulions pas de panachage, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas retrouver dans les différents groupes qui se proposaient plusieurs fois le même groupe d'architectes ou d'ingénieurs dans le groupe proposé. Nous avons fixé le montant global du budget de l'hôpital, puisque nous sommes une institution privée, donc qui ne bénéficie pas du secours des services publics en cas de déficit, et donc le budget était une chose primordiale. Nous avons fixé ce budget pour un hôpital de 500 lits et une surface au départ fixée à 80 000 mètres carrés, et nous avons imposé dans le cahier de charges au maître d'œuvre intégré d'analyser la réalité de ce budget. Nous avons fixé le montant des honoraires, donc on ne voulait pas que ce maître d'œuvre soit intégré après une discussion pour un quart de % ou un demi% d'honoraires en plus ou en moins, suivant l'expérience que nous avions du marché des architectes et les expériences précédentes des travaux faits sur nos différents sites. Nous avons fixé un montant d'honoraires qui nous semblait leur permettre de gagner leur vie, parce que si un groupe est toujours tenaillé par le problème de recettes, il ne peut pas sereinement travailler sur le projet, donc nous voulions que cet aspect financier soit soldé dès le début. Nous avons insisté pour que nous ayons une présentation de l'équipe projet. Donc nous avons exigé les CV du personnel qui allait, des dessinateurs, des architectes, des ingénieurs qui allaient réellement travailler sur le projet. Et dans cette présentation de l'équipe, nous avons demandé qu'ils nous inventorient les projets réels sur lesquels ils ont travaillé, pour être sûr qu'ils sont toujours dans le coup. Et nous avons ensuite exigé une note philosophique sur leur vision de l'hôpital du XXIe siècle. Et pour éviter d'avoir une caisse de papier avec des éléments piqués sur Internet, on a imposé donc une réflexion qui soit structurée sur un maximum de 4 pages A4. Nous avons demandé la même note dans les mêmes conditions, mais plus technique, sur les techniques innovantes du bâtiment, à la fois sur les économies d'énergie, sur les techniques diverses à appliquer, mais aussi sur l'informatique. Faut que vous veniez en France, Bernard, pour leur demander la même chose. Alors, je vous l'ai dit, nous n'avions pas d'obligation de marché public. Lorsque la presse a relayé que nous allions quitter les sites de Cavel et de Parc Léopold, un certain nombre de professionnels se sont adressés directement à nous en disant « Ah, vous avez un projet de nouvel hôpital, ça nous intéresse ». Alors, comme nous aimons la proactivité, on a gardé dans nos fichiers ces différentes sociétés et finalement, une quinzaine de sociétés ont reçu notre cahier de charges. Les sociétés qui, par la suite, se sont manifestées, on ne les a pas rejetées non plus. Elles ont appris par le bouche à oreille qu'un cahier de charges était sorti. On leur a donné le cahier aussi. Plus elles tardaient à le demander, moins de temps, évidemment, elles avaient pour remettre leur candidature. Et donc, in fine, nous avons obtenu 9 dossiers de candidature qui étaient conformes, c'est-à-dire qui comportaient tous les éléments que nous avions demandés. Et après une analyse de la pertinence des dossiers, 4 dossiers ont émergé. Et parmi les 4, je pense qu'il y en a 3 déjà ici dans la salle. Alors, ces 4 sociétés
ont été convoqués pour une défense orale devant un jury de cadres multidisciplinaires. Alors là, c'est très important de savoir que c'est un cadre un jury de cadres multidisciplinaires dont toutes les professions de l'hôpital étaient représentées. Donc il y avait le nursing, il y avait la pharmacie, il y avait le médical, l'administratif, le technique. Et donc c'est important de le savoir parce qu'évidemment les questions n'ont pas été que des questions techniques. Et donc à l'issue de ce jury, on a désigné la société momentanée Delta 2017 et le mandataire de cette société qui est la société Assar Architectes. Alors, lors de la défense orale, chaque membre du jury avait donc une grille d'évaluation sur 100 points. Nous avons coté la forme. On a donné peu de points à la forme, mais s'agissant d'architectes, la forme a quand même de l'importance dans la façon dont ils allaient nous présenter leur dossier de candidature. On a donc estimé le respect du temps de parole. J'espère que je ne vais pas déborder ici et que je vais respecter le mien, mais donc c'était important parce qu'il y en a qui s'épanchent, et donc c'est pas très correct. La clarté, bien sûr, de l'exposé, la pertinence, l'équilibre entre les partenaires, puisque c'était un groupe unique, donc il ne s'agissait pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Donc on a jugé, est-ce qu'ils ont bien respecté, partagé le temps de parole, est-ce qu'il y a eu un leader qui a pris la parole en écrasant les autres? Et on a aussi jugé le support pédagogique, la façon dont ils nous ont présenté les choses. Par contre, sur le fond, nous avons évidemment mis beaucoup plus de points. Donc sur une appréciation des associés, parce que le monde belge est petit et donc les sociétés proposées, nous les connaissions. L'appréciation des réalisations faites par le passé. Nous avons évidemment donné plus de points sur la défense de la note philosophique et de la note à la fois sur la vision de l'hôpital du futur et sur les technologies innovantes. L'appréciation de la méthode de programmation, parce que évidemment, nous, comme l'a expliqué Isabelle, on a un certain nombre d'idées de ce qu'on ne voulait pas. On avait les statistiques de nos activités, on a un certain nombre de flux, on avait énormément de données chiffrées sur l'activité de l'hôpital, mais on n'avait pas de programme, donc on ne fixait pas le nombre de salles d'opération, on ne fixait pas le nombre de salles d'endoscopie, etc. Et donc tout ça allait faire partie de la programmation parce qu'ils ont été chargés aussi de faire la programmation complète. L'approche budgétaire prioritaire pour nous, évidemment, puisqu'on ne peut pas sortir de l'enveloppe qui est fixée. Et l'approche des délais aussi, puisque nous avons initié le 1er janvier 2010 et nous devons ouvrir l'hôpital qui a 120 000 m² en 2017. Et donc, à l'issue de cette cotation, c'est Delta 2017 qui a obtenu le marché. Alors, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence ? C'est, je vous l'ai dit, le jury était multidisciplinaire et c'était la capacité qu'ils ont eue à répondre aux utilisateurs d'une façon claire et non technique. Certains groupes se sont lancés dans des explications, ont déplié des plans, se sont lancés dans des explications tellement techniques que le jury ne suivait plus. Certains ont été complètement déstabilisés par les questions, par exemple, de ma compagne, Madame Cambier, parce qu'elle pose des questions pragmatiques. Et ils se sont lancés dans des explications incompréhensibles. La conclusion était, comment peuvent-ils construire notre hôpital s'ils ne comprennent pas nos questions? Et donc ça a fait la différence, la clarté et la, je dirais, non-technicité des réponses. Le groupe qui a obtenu le marché aussi l'a eu parce qu'ils ont fait spontanément une proposition de bonus-balus sur le respect du délai, sur le respect du budget, ce qui faisait que nous étions avec eux entièrement solidaires pour toute la durée du projet. Alors, nous sommes donc cette méthodologie, il n'y a pas de mariage forcé par le maître de l'ouvrage. Le maître d'œuvre a choisi librement les partenaires qu'il pensait être les meilleurs pour nous accompagner. Nous leur avons imposé le taux d'honoraire global à eux de se le répartir d'une façon équitable. Et nous avons ensuite, nous sommes mis autour de la table avec eux et avec nos avocats pour rédiger un contrat de 200 pages environ, qui est comme le contrat de mariage, on n'espère jamais y revenir. Et ce contrat avait pour but de créer un partenariat équilibré, d'être un outil de décision opérationnelle, d'inventorier les droits et les obligations des deux parties
et qui essayait d'anticiper les risques et les aléas majeurs du programme, parce que c'est un programme de grande ampleur sur un terrain qui n'avait pas nécessairement la capacité de l'autorisation pour construire ce que nous voulions construire. Donc il y avait un certain nombre de conditions administratives, il y avait des conditions budgétaires, des conditions de subsides, et donc tout ce qui pouvait faire capoter le projet, évidemment, a été anticipé dans le projet pour qu'on se quitte à l'amiable le plus facilement possible si nous avions des difficultés. Et donc, je ne vais pas détailler, mais donc les architectes, Delta 2017 a eu la mission complète de manager le projet, de suivre le budget, de nous faire la programmation détaillée, toujours en dialogue permanent avec nos équipes, l'architecture intérieure, extérieure, la stabilité, les techniques spéciales, la mission PEB, hein, donc la législation impose évidemment que le bâtiment ne consomme pas plus que X kilowatts par mètre carré. Donc, PEB, c'est performance énergétique des bâtiments. Il faut que ce bâtiment soit conforme. Le contrat définissait aussi de commun accord l'appel à des consultants spécialisés. Et donc, pour des designs de cuisine, pour des questions d'acoustique et des choses comme ça, on peut faire appel à des consultants, mais on les désigne ensemble, puisque nous sommes avec eux solidaires du budget. Nous avons quelque chose qui est atypique aussi, planifier le montant des honoraires mois par mois durant toute la durée du projet. Donc habituellement, on paie les honoraires quand on dépose l'esquisse, puis l'avant-projet, le projet, etc. Ce qui fait que les dépenses pour nous sont évidemment assez importantes à un certain moment. Pour eux, les rentrées sont un petit peu aléatoires et donc, or, il y a énormément de partenaires, il y a des équipes importantes et donc, on trouvait qu'une régularité dans les paiements au mois par mois était une assurance qu'ils étaient comme ça dédouanés des problèmes financiers et ils pouvaient avoir tout leur esprit tourné vers la créativité. Ça permettait aussi de sortir financièrement du contrat, donc moyennant un délai, un préavis, si nous n'avions pas le permis de bâtir ou si une difficulté administrative survenait. Et donc, dans le contrat aussi, on a finalisé le système de bonus-malus sur le respect du budget et du délai. Et donc, cette association momentanée, on parle beaucoup de Assar aujourd'hui, mais c'est Assar Architecte pour la partie architecture, c'est le bureau Grège de Liège pour la stabilité et le bureau Ingenium de Bruges pour les techniques spéciales. Merci beaucoup, Bernard. David Labo, la mission confiée à Assar et ses associés dépasse largement celle généralement attribuée à une agence d'architecture, surtout ici en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez abordé ce projet, s'il vous plaît? Mais donc le nom, déjà Delta 2017, nous donnait un délai de construction, enfin de réalisation complète de ce bâtiment en 7 ans. Nous avions vraiment une mission globale et complète. Hein, et la première étape a été d'analyser la situation des bâtiments existants. On a ici les 2 cliniques qui vont déménager dans le nouveau site Delta. Et on voit clairement qu'elles sont complètement bloquées dans leur site, mais ce sont 2 cliniques urbaines. Hein. Donc le site qui était proposé était un site également urbain, puisque le Chirex souhaitait garder son réseau et sa clientèle, sa patientèle, en restant à proximité. Donc à ce niveau-là, donc, nous avons étudié l'existant et la première étape a été de faire un benchmarking de tout ce qui existait dans le bâtiment existant et de voir, sur base de tout ce que Isabelle a défini au départ, où étaient les problèmes hein, et comment nous pouvions les solutionner par un nouveau bâtiment. Donc nous avons objectivé des variables hein, pour définir une programmation générale hein, avec le client et en parallèle hein, travailler sur l'architecture. Donc c'est quelque chose qui était un peu particulier, c'était que nous travaillions en même temps sur la programmation et sur l'architecture pour pouvoir vérifier en temps réel hein, ce que la programmation avait comme impact sur l'architecture et ce que l'architecture pouvait avoir comme impact sur la programmation du bâtiment. Donc, le benchmarking en question s'est appliqué à toute une série d'éléments, mais particulièrement sur les distances. Donc, comme on l'a dit, les professionnels allaient devoir se déplacer pour aller au plus près du patient en permanence. Et donc, il était important et même essentiel que les distances au sein de cet hôpital et son fonctionnement soient optimalisées. Donc,
Nous avons vraiment étudié entre les parkings, entre les services, entre les consultations et les unités d'hospitalisation, toutes ces distances pour essayer de concevoir un projet architectural qui allait être le plus efficient possible. Donc à la fin de la première année, on arrivait donc à une programmation générale validée, en même temps à une esquisse architecturale validée, en même temps à une faisabilité financière et à une programmation technique complète du bâtiment. Ce qui nous permettait de gagner évidemment du temps par rapport à une situation plus classique où la programmation est réalisée en amont et où après les architectes commencent à travailler. Donc, nous avons pu arriver donc au bout d'une année à l'esquisse, hein, et au bout de la deuxième année, nous avions déjà remis le permis de bâtir et donc le bâtiment était déjà figé. Et nous pouvions entamer alors les étapes d'études ultérieures. Donc ça c'est le bâtiment tel qu'il a été remis en 2012 au permis. Et le principe que nous avions voulu mettre en place, c'était d'éviter que le maître d'ouvrage doive prendre toutes les décisions trop tôt, parce qu'on sait très bien que les décisions dans le milieu hospitalier sont mouvantes, qu'on est face à des situations où demander à un médecin 7 ans, 8 ans à l'avance ce qu'il veut et comment veut-il travailler à l'époque où le bâtiment sera terminé est quelque chose qui est complètement utopique. Et donc la méthodologie appliquée est la méthode ALAP, c'est-à-dire as late as possible, donc le plus tard possible. Et donc en appliquant la méthode où nous travaillons programmation et architecture en parallèle et en permanence, ça nous permettait de donner la possibilité au maître d'ouvrage de décider le plus tard possible ce qui allait avoir un impact. Donc nous travaillons avec un planning amont en partant de la date de livraison du bâtiment pour remonter dans le temps et pour dire au maître d'ouvrage cette décision-là, elle doit absolument être prise à telle date, sinon il va y avoir un problème pour terminer le bâtiment dans les temps, mais on ne lui demandait pas de décider tout dès le départ. Donc ça, c'était le bâtiment il y a 6 mois. Ça, c'est le bâtiment la semaine dernière. Et donc, nous devons le terminer. Nous devons le terminer dans même pas 1 an. Maintenant, c'est ASAP, exactement. Donc en fait, au niveau de la réflexion architecturale, hein, il y a 2 choses. Donc il y a d'abord une réflexion sur l'aspect architectural et puis sur l'aspect urbanisme. Donc comme je le disais tout à l'heure, il fallait trouver un site en ville, hein, pas trop loin des sites existants, parce que le Chirec voulait conserver son implantation urbaine, sa clientèle urbaine bruxelloise. Et donc, il y a tout un plan d'urbanisme et de réflexion qui a été mené sur une partie de Bruxelles, hein, qui est dans la partie sud, hein, de la ville. On a ce fer à cheval qui est en fait un campus universitaire. On a le S qui part vers la droite de l'image, qui est en fait une autoroute qui rentre dans la ville. Hein. Et au milieu de tout ça, donc, on a ce triangle qui est une zone que la ville voulait vraiment réexploiter, qui sont des anciens terrains de la société des chemins de fer et qui devaient être complètement désenclavés pour pouvoir vraiment recréer un morceau de ville, hein, pour pouvoir recréer une urbanité au milieu de tous ces éléments et pour pouvoir retisser des liens entre les différents quartiers. Le trait jaune montre bien une série de frontières qui existent dans l'urbanisme bruxellois qui fait que les quartiers on passe pas facilement de l'un à l'autre. Le terrain qui était possible d'exploiter pour la nouvelle implantation du Chirec était la partie supérieure de ce triangle. Donc, d'une part, ça devait être l'accès vers la partie sud du triangle. Donc, le projet devait être un pont entre la ville existante et une zone qui est à l'heure actuelle totalement inaccessible. Et en même temps, devait s'implanter sur un terrain qui finalement est assez exigu. C'est ce qu'on a appelé la banane. On a au sud de cette banane une voie ferrée donc, qui nous coupe le site en 2. Et on voit une série de voies ferrées qui tranchent le site de part en part.
Et donc, tous les bâtiments qui étaient sur le site étaient des hangars de la Société des transports bruxellois, transports belges de voies ferrées. Le plan directeur qui avait été fourni prévoyait l'implantation de l'hôpital, d'un parking et d'une série de fonctions annexes à réaliser sur ce site, avec un axe structurant qui était un axe nord-sud, et donc un terrain de 5 hectares au total, avec la possibilité de bâtir l'hôpital sur 2 hectares. Donc on parle d'un bâtiment qui devait faire 100 000, 120 000 mètres carrés sur un terrain de 2 hectares, en pleine ville, avec une voie de chemin de fer en dessous, et une série de fonctions annexes qui allaient devoir s'ajouter par la suite. Donc, le projet qui a été proposé est un projet qui finalement, au niveau de sa structure architecturale, est somme toute assez classique, qui est un projet superposé. Un hôpital où on a les racines qui sont la logistique, le plateau médico-technique qui est vraiment le cœur de l'hôpital, avec au centre l'imagerie médicale accessible pour les ambulatoires, un espace rez-de-chaussée public, un premier étage de consultation qui est aussi un espace accessible pour les ambulatoires, donc une importance sur ce lien vertical le plus court possible pour que toute personne externe ait le minimum de déplacement à faire dans l'hôpital, et ensuite 3 étages d'hospitalisation. La réflexion sur la compacité du bâtiment a été menée sur 2 aspects. Sur l'aspect d'abord de l'agrément des patients, le fait que le bâtiment devait être peu élevé, c'était un impact à l'arrivée qui était minimal, et un aspect humain de l'hôpital. Comme Isabelle l'a dit, la demande était aussi d'avoir de la lumière, de l'accès à la lumière pour tous, pour toutes les chambres, et un maximum de chambres à un lit. Donc on avait vraiment un déploiement de façade très important. Et donc ces différents schémas nous montrent ce qui a structuré la réflexion sur les unités de soins pour réaliser un projet le plus compact possible, le plus efficient, et en même temps offrant des réponses à toutes les demandes du Chirec. Le dernier schéma montre un petit cercle autour d'un rond central. C'est en fait un atrium central qui va traverser la totalité du bâtiment et qui est l'unique chemin d'accès vers tous les services de l'hôpital. Donc le visiteur n'a une seule tour d'ascenseur possible et a accès à la totalité du bâtiment. Et on a créé un noyau central qui distribue donc chaque étage, chaque unité, chaque service est distribué à partir de cet espace-là. Le fonctionnement des unités étant, lui, desservi par 4 tours d'ascenseur qui sont en périphérie et qui, elles, permettent d'avoir vraiment ce lien extrêmement court entre les hospitalisations et les zones médico-techniques, qui était une des demandes prioritaires, puisque beaucoup d'hospitalisations de jour nécessitent évidemment beaucoup de liens et beaucoup de cheminements réguliers entre les zones médico-techniques et les zones d'hospitalisation. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un étage d'abord de logistique au 2e sous-sol. Au 1er sous-sol, le plateau médico-technique qui regroupe donc le bloc opératoire de 7000 m² de 28 salles d'opération, les urgences, les soins intensifs et l'imagerie. Au rez-de-chaussée, un étage public. Au 1er, les consultations. Et ensuite, on a dessus le double H qui regroupe l'ensemble des services d'hospitalisation. Si. En fait, donc, le noyau central dont je vous parle, c'est un atrium qui va traverser la totalité du bâtiment, qui est un espace que l'on a voulu vraiment comme une agora, qui va desservir vraiment chaque niveau, avec évidemment ces 2 niveaux principaux qui sont le +1 et le -1, qui permettent d'avoir un lien direct, facile, via des escaliers, pour que toutes les personnes mobiles ne soient pas obligées d'utiliser des ascenseurs. Donc les ascenseurs finalement vont ne servir que pour les étages d'hospitalisation ou pour les gens qui sont à mobilité réduite. Alors au niveau urbanisme, donc
la volonté était aussi de tisser quelque chose avec le tissu urbain. Donc nos amis hollandais aiment bien travailler, de parler de Zork Boulevard, donc boulevard des soins, ou de zones Zork Hotel, donc l'hôtel de soins, qui sont toute une série de concepts dans lesquels on adjoint à l'hôpital de l'hôtellerie et une zone de shopping ou une zone qui sert d'appui à l'hôpital. On voulait aller beaucoup plus loin puisque le but était d'avoir vraiment un quartier hospitalier et en même temps un tissu urbain. Donc à cela, nous avons ajouté une maison de repos, des logements, des studios pour les étudiants puisqu'il y a la possibilité d'avoir un lien avec l'université voisine, des zones de travail, un mall de commerce également et toute une zone de parking. Donc il y avait eu tout un schéma directeur qui avait été fait. Donc vous retrouvez la banane et le fameux triangle qui est en violet. On voit l'axe structurant droite-gauche qui était cette arrivée de l'autoroute. Pour pouvoir désenclaver ce site, il était donc important de réfléchir à toute une série de choses, tant à une possibilité de liaison nord-sud depuis le boulevard qui est au-dessus de notre hôpital vers la partie sud qui doit être développée dans le futur, mais aussi à ce lien qui arrive depuis l'autoroute, puisque l'opportunité d'avoir cette possibilité d'être connecté au niveau de l'hôpital avec des voies de circulation rapides est évidemment un confort d'utilisation pour le futur. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et comme je vous l'ai déjà montré, cette dia montre l'implantation de l'hôpital. Ce que je veux surtout montrer, c'est qu'on a un boulevard au nord, mais que l'entrée principale de l'hôpital n'a pas été positionnée au nord, mais elle a été positionnée à l'ouest, c'est-à-dire sur votre gauche. Donc, on crée une esplanade sur la gauche, qui va être également l'esplanade d'accès vers tout le développement futur, qui sera à l'ouest et puis au sud du site. Et l'hôpital n'est donc pas un monument qui se met face à un boulevard, mais est un bâtiment qui s'intègre délicatement dans le tissu urbain et qui a son entrée latéralement et qui offre donc toute cette possibilité de tissage et de construction de l'espace urbain. La voie ferrée, évidemment, était un obstacle majeur. Donc là, on avait une différence de niveau de 10 mètres. Donc, suite à des accords avec la société de transport, donc nationale de transport par les voies ferrées, la SNCB en Belgique, il y a un pontage qui a été fait. Donc, il y a un droit de pontage qui a été prévu. Et donc, l'hôpital prévoit déjà l'extension au-dessus de ces voies ferrées par une partie de dalles et prévoit également le désenclavement du site par une route de contournement qui va aller se raccorder sur l'autoroute qui arrive à l'est du site. Le développement ouest dont je vous parlais, donc ce concept de quartier hospitalier, la volonté était d'avoir une densification de cette zone-là pour retisser un lien avec les zones environnantes. Et donc, nous intégrons dans cette zone-là une maison de repos et soins, un hôtel, une série de logements et des shops, un shopping center. Le développement urbain de cette zone fait partie d'une zone, comme on l'a dit, de densification. Et donc, on a une construction qui est volontairement axée sur des bâtiments plus élevés. Il y a donc dans l'environnement bruxellois à l'heure actuelle une réflexion sur les tours de logement, mais des tours qui ne soient pas des tours monofonctionnelles, mais qui soient combinées avec toute une série de services. Et donc notre projet pouvait rentrer dans ce type de projet urbain bruxellois et dans cette réflexion globale. Et donc le but est évidemment que dans le futur, sur la dalle qui se développerait au sud, une série de bâtiments également du même type puissent venir compléter ce projet urbain. Voilà, je recède la parole à Isabelle parce qu'elle va vous donner, j'ai préféré ne pas le faire moi-même, les réponses à quelques questions qu'elle avait posées au début lors de son questionnement et des recherches, des exigences qu'elle nous posait au niveau de l'architecture. Merci. Donc,
si je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, c'est donc la traduction de l'équipe d'architectes de tous nos besoins, et on a vraiment trouvé des accords après un travail en commun permanent avec beaucoup de collaboration. Donc, une difficulté permanente pour nos patients de se retrouver dans nos hôpitaux, eh bien, nous avons eu comme proposition du bureau d'architectes à laquelle nous avons adhéré directement, c'est la division du site en 4 pôles de couleurs, vert, bleu, turquoise, violet. De cette façon, nos patients pouvaient se retrouver par lettres, par chiffres et par couleur. Et donc le dégradé, nous allons ici du plus foncé au plus clair, mais toujours dans une colonne turquoise, bleue, mauve ou verte. Nous avons ici la base du quartier opératoire et nous avons... Je vais en parler après. Alors ici, deuxième façon de répondre à nos demandes, nous avons mis tous les services de chirurgie en accès direct avec le quartier opératoire. De cette façon, évidemment, nous aurons certainement quelques patients qui seront hospitalisés de l'autre côté, mais la majorité, nous avons pu déterminer un accès direct. Au niveau de la pédiatrie, les pédiatres voulaient des accès de la consultation en néonatal en pédiatrie. Ça, on y est arrivé. Par contre, ils voulaient un accès direct également aux urgences. Ça, par contre, ça n'a pas été possible. Mais donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, le bâtiment répond vraiment à notre demande au niveau de la gestion des flux. Ici, c'est le -1. Donc, je parlais tout à l'heure de sécurité et de lumière. Donc, nous désirions de la lumière jusque dans nos quartiers opératoires. Et grâce à ces grands puits de lumière, et les autres montrent-les, grâce à ces grands puits de lumière, nous avons de la lumière, mais vraiment jusqu'au -1. Et pour le moment, quand on y va, même -2, pour la salle de repos du quartier opératoire, qui est encore un étage en dessous, ça donne dans pas dans l'atrium, mais dans un grand puits de lumière, et c'est génial. Donc ici, nous avons cet immense quartier opératoire, mais nous ne le voulions pas en un bloc visuel, parce que sinon il faut mettre un mirador pour le diriger, c'est tout à fait impossible. Et donc la salle de réveil s'est imbriquée au milieu du quartier opératoire pour casser cette enfilade. Les couleurs, même dans le quartier, sont respectées aussi. Donc nous avons le turquoise et le bleu foncé. Le patient qui arrive par les urgences est stabilisé et qui est dans un état critique, est stabilisé dans les urgences et peut passer directement après stabilisation aux soins intensifs, ou il peut passer au quartier opératoire par cette rue médicale où nous avons une salle d'urgence. Comme ça, tout l'état critique du patient est pris directement en main. Les patients qui ont besoin dans cet état critique d'avoir un scanner, nous n'avons pas installé de scanner aux urgences, mais un des scanners est juste en face, de l'autre côté de la rue médicale, face aux urgences. Des patients qui arrivent, nous avons un gros service d'urgence dans le Chirec et nous avons assez l'habitude de la gestion des flux. Le patient qui arrive pour des petites plaies traumatiques ou des petites fractures traumatiques génère quelquefois un flux très difficile à gérer pour la radio, et donc nous avons installé aussi une salle de radio dans le service d'urgence. Et tout ceci, c'est le rassemblement de toute l'imagerie médicale, quelle qu'elle soit. Donc nous avons fait un grand desk d'accueil central pour les radios, mais les isotopes aussi, la médecine nucléaire, tout est à ce niveau-là. Je parlais tout à l'heure de sécurité aussi de l'hôpital pour le personnel. Il y a toute cette rue médicale qui est complètement sécurisée et fermée. C'est-à-dire que personne n'y a accès sauf les personnes autorisées par badge. Ce qui veut dire que les parents qui vont accompagner leurs enfants au quartier opératoire vont ensuite pouvoir être installés dans une salle à double porte, fermée de ce côté-ci, pour ne pas retourner dans le quartier sans autorisation et accompagné, mais avec une possibilité de reprendre l'atrium et de remonter en attendant que leur enfant ait terminé. Donc, et la banque de sang se trouve ici, et nous avons même installé nos salles de procréation médicale assistée au niveau du quartier opératoire. Donc c'est un quartier ultra technique avec des facilités de montée vers les services d'hospitalisation, qu'ils soient de jour ou en aigu, importantes. Et nous avons des accès du quartier en direct vers la stérilisation centrale par des ascenseurs, je crois que c'est là, hein, les ascenseurs pour aller directement dans chaque quartier
quartier vers la Stérélie. Je ne parlerai pas des accès extérieurs parce que ça, on va pas tout développer, mais nous avons des parkings réservés à la dialyse, des parkings réservés à la radiothérapie, etc., pour aussi casser les flux internes et pour que les patients aient un accès direct. Les consultations, je vais aller vite, mais 3 ans et demi et c'est pas fini. C'est ça que David expliquait sur la difficulté que certains médecins ont de savoir exactement ce qu'ils désirent quand on construit un hôpital. Donc ça, c'est un palier de combien ? 11 000 mètres carrés qui est divisé donc en pôle de prise en charge de patients. J'ai dit, notre philosophie, c'est de tout centrer sur le patient. Donc, par exemple, un patient qui est traité en orthopédie, c'est ici. Il y a tous les cabinets pour les orthopédistes. Nous avons mis une salle de radio aussi devant la salle des plâtres pour casser les flux. Parce que le patient, quand vous avez 50 heures d'ouverture d'une salle de plâtre et que tous ces patients doivent descendre à la radio, ça fait des déménagements totalement inutiles. Donc, nous rassemblons au niveau du patient. Il ne devra pas se déplacer. Il sera en connexion directe avec la radio. Mais il y a aussi la piscine, toute la physiothérapie. Et tout est regroupé de cette façon en activité. Nous avons également un laboratoire pour faire toutes les prises de sang pour que le patient ne doive pas se déplacer vers un laboratoire. Et donc ici, l'atrium central. Et avec tout le regroupement des secrétariats qui vont orienter le patient vers une couleur, vers une lettre, vers un chiffre, vers une couleur. Et au début des couloirs, nos designers nous ont proposé quelque chose qui nous a fortement aussi intéressé, c'est d'avoir une forme juste au début du couloir associée à la couleur. Comme ça, si quelqu'un se trompe encore, après on n'a plus de solution. Hein. On a le chiffre, la lettre, la couleur, la forme. Après c'est tout. Voilà. Donc, nous avons quand même, pour le moment, chaque médecin a à peu près son bureau. Là, ils vont devoir les partager. Eux vont devoir se bouger et le patient va rester sur place. Donc, vous voyez déjà un petit peu. Les secrétariats sont rassemblés par pôle. Fini les secrétariats privés. Donc, on avance quand même. Et une approche de travail différente. Donc je terminerai juste en disant qu'avant de concevoir un hôpital, il faut déterminer une philosophie de développement. Bernard et moi, on aurait bien aimé une philosophie très détaillée, comme on avait vu chez des collègues hollandais. Ça n'a pas été possible dans le Chirec, mais déjà de dire le patient au centre et le bien-être des professionnels, ça vous permet de prendre énormément de décisions, qui ne sont pas très faciles. La communiquer le plus largement possible et puis s'attaquer à la gestion du changement. Ça, c'est pas un problème d'architecte, c'est un problème interne, mais pour nous, c'est quand même ultra important parce que pour le moment, c'est notre grosse difficulté. Je voudrais juste aussi pour terminer, je vais pas vous faire un cours de sociologie ni de gestion du changement, mais c'est quand même une carte qui est fort importante. C'est une carte sociodynamique. Donc, vous avez la synergie au changement et l'antagonisme au changement. Et c'est comme ça pour tout projet. Évidemment, dans une équipe, nous ne sommes pas au même endroit chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du changement, il faut essayer de monter tout le monde au-dessus. Ceux-là, c'est ceux que vous avez avec vous. Ceux-là, il faut s'en méfier parce qu'ils sont tellement avec vous qu'ils font un peu des dégâts aussi. Les déchirés, c'est en fonction des copains, ils ont envie de suivre, donc il faut essayer de monter. Les hésitants, aussi, mieux vous vendez, plus vous allez. Mais ceux-là, ça, nous apprenons et nous formons nos équipes à dire, celui qui est révolté pour un projet, il faut pas dépenser d'énergie sur ce groupe-là. De toute façon, ils changeront pas. Donc on avance et tant pis s'ils suivent pas. Voilà. C'est tout. Merci infiniment. Moi, je veux bien garder cette carte socio-dynamique. Je pense qu'elle va nous servir. Merci à tous pour votre présence sur cette conférence et sur le village des architectes. À suivre dans une quinzaine de minutes une table ronde sur la réponse architecturale aux évolutions des plateaux techniques et l'essor de l'ambulatoire avec les agences Architecture Studio, Bleza et R2A. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le village des architectes. Bonne journée à vous.